en fait, c'est un métier où on apprend, tous les jours. Il n'y a aucune raison pour qu'aujourd'hui des plans d'aménagement sortent encore à Casablanca avec des immeubles plafonnés à 3 étages. Mais pourquoi? Parce que le bien-être de l'habitant ne coûte pas cher. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Archetype Podcast. Monsieur Noltin, ça va, vous allez bien? Très bien, Ça va? merci. Ça va, tu vas bien? Monsieur Noltin, déjà, merci beaucoup pour d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes architecte diplômé de l'ESA et vous exercez ici au Maroc. Vous avez une carrière de plus de 40 ans. Vous êtes un architecte, on va dire, plus qu'initié. Et aujourd'hui, Absolument. un peu et aujourd'hui, on aimerait bien discuter avec vous de plusieurs sujets, notamment et principalement la question de l'utilisateur. Le bâtiment, euh, en principe, il est fait pour un occupant, donc il devrait le servir, que ce soit sous ses plusieurs fonctions. Mais des fois, on se retrouve avec des bâtiments qui ne remplissent pas cette fonction, au Maroc et partout dans le monde. Et donc, on aimerait vous poser certaines questions vis-à-vis de ce sujet, mais avant ça, on aimerait bien que vous nous parliez de votre parcours, comment déjà vous vous êtes rempli de cette conviction et, euh, et votre parcours académique ainsi que professionnel. Merci, merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de parler et de présenter un petit peu sa vie et son métier à des jeunes étudiants, parce que vous êtes encore étudiants. Exactement. Mais moi, je dis que l'architecture, en fait, il faut tomber dedans quand on est petit. Et dès qu'on commence sa première année d'architecture, on devient architecte, on est architecte. Après, bon, comme vous avez dit, on s'initie à des degrés de perfectionnement. Mais en fait, et vous avez eu la gentillesse de rappeler que ça fait plus de 40 ans que j'exerce ce métier. Mais en fait, c'est un métier où on apprend tous les jours. C'est un métier, en fait, l'expertise de l'architecte, en fait, augmente euh, chaque heure et à chaque journée qu'il passe sur son établi. Donc, en fait, un architecte, même après 40 ans, même après 50 ans de métier ou d'expérience, reste toujours un jeune architecte, un jeune apprenti. Donc, on est des éternels apprentis. Et je pense que quel que soit le degré de perfectionnement auquel vous arrivez, vous devez en tout cas avoir la conviction que vous êtes un éternel apprenti. Alors, mon parcours, bon, comme vous l'avez rappelé, moi je suis diplômé effectivement de l'École spéciale d'architecture de Paris en 1979. J'ai eu la chance à l'époque, il y avait des ateliers, donc je pense qu'aujourd'hui, bon, c'est peut-être un peu différent, le système est un peu différent d'enseignement dans cette école. Mais à l'époque, il y avait, bon, c'est une école qui était réputée être pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs tendances. Et donc, moi, j'ai intégré un atelier qu'on appelait l'atelier Sens et Espace, d'accord, Ça, ça se passe. qui était dirigé par Hervé Ballet, d'accord, qui était un architecte, donc qui était déjà assez ancien à Paris, qui était assez connu à Paris et qui travaillait sur les sens, sur la sensibilité. Alors bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vous diront que c'est que l'architecture basée sur la sensibilité est une architecture peut-être poétique, romantique, mais qui n'est pas pragmatique ni pratique. Donc moi, je dirais que c'est un atelier qui se base, si vous voulez, sur la nature humaine, la physiologie humaine, la sensibilité humaine, parce que, comme vous l'avez dit en préambule, notre art s'adresse à des utilisateurs, à des êtres humains dont la base sensible est la même et sur lequel il faut travailler. Alors déjà, il faut la travailler en tant que nous, producteurs d'architecture. Il faut déjà se connaître. On peut appliquer le principe socratique du connais-toi toi-même. C'est-à-dire qu'il faut se connaître déjà en tant qu'être humain d'abord pour pouvoir après parler à d'autres êtres humains et surtout concevoir pour eux des espaces dans lesquels ils seront bien, où ils ressentiront du bien-être. Donc savoir déjà ressentir du bien-être soi-même, premier travail, et après pouvoir diffuser ce bien-être à travers ses œuvres.
Donc voilà, c'est un peu le contexte dans lequel moi j'ai grandi, hein, à l'école spéciale d'architecture, et j'ai grandi bien sûr dans mon cabinet depuis une quarantaine d'années, hein. Essayer de diffuser, de distiller, d'infuser, hein, ou d'induire, hein, du bien-être chez les personnes qui utilisent mes bâtiments. Parfait. Du coup, Excellent. c'est là où vient un peu où avait pris naissance la conviction initiale d'orienter votre architecture vers l'humain, vers l'habitant et l'utilisateur. Absolument. En Extrême-Orient, en tout cas, hein, bon, on a la science du Feng Shui, d'ailleurs, qui est la science, si vous voulez, hein, si on traduit littéralement de l'air et de l'eau, en fait, Mhm. qui est basée sur, effectivement, une analyse approfondie, hein, du terrain sur lequel on a le projet. Mhm. D'accord? Et alors, bon, les spécialistes en Feng Shui sont des gens qui, nous, en Occident, hein, on a une boussole, hein, qui nous indique les 4 points cardinaux. Mhm. Alors qu'en Chine, bon, les boussoles des géomanciens spécialisés dans le feng shui sont des boussoles qui ont 35 cercles. Ah, Hein, 35 cercles. Ouais. Il y a le système planétaire peut-être, mais il y a le système stellaire, interstellaire, etc. On tient compte vraiment de tout, de l'environnement, si vous voulez, donc cosmique, mhm. d'accord, hein, de tous les astres, parce que tous les astres doivent avoir une influence, si vous voulez, sur la personne ou le bâtiment. Mhm. Et au même temps, la géologie. Ils font des études sur est-ce qu'il y a des sources souterraines, est-ce qu'il y a une nappe phréatique, est-ce qu'il y a des ruisseaux qui traversent le terrain, parce que tout ça sont des éléments qui apportent la connaissance, si vous voulez, sur le terrain sur lequel on se porte. Mhm. On va supporter notre réalisation. D'ailleurs, la conservation foncière, enfin, vous le savez, que la conservation foncière a été créée en Chine, le système, bon, de faire en sorte que des terrains, si vous voulez, soient taxés, si vous voulez, de non constructibles ou de constructibles, d'accord. Et c'était fiché dans les palais royaux ou impériaux chinois. Pourquoi? Parce que pour eux, il y avait des terres, si vous voulez, qui étaient tellement bénéfiques, tellement positives, avec des énergies positives, d'accord, qu'elles pouvaient donner naissance à une dynastie, à une nouvelle dynastie. Ouais, Ce qui fait que les dynasties régnantes faisaient en sorte de poser un sceau sur des s'établir terrains fertile. pour les garder pour leur dynastie. Mhm. Et surtout qu'elles ne soient pas vendues ou construites par d'autres personnes qui pourraient... C'est des terres tellement puissantes, d'accord, qu'elles pouvaient créer ou porter une nouvelle dynastie. Vous voyez, je veux dire. À quel point, bon, les Chinois croyaient, et ils croient toujours d'ailleurs, hein, aujourd'hui, une tour de 70 étages ne se construira pas à Pékin ou à Taïwan s'il n'y a pas un spécialiste du Feng Shui qui vient donner les orientations, la position de la porte d'entrée, les couleurs dominantes, etc., pour faire en sorte que ce soit un lieu positif, hein, On rentre vraiment dans les détails, je pense. Ouais. Parce que je me rappelle que j'avais fait une petite recherche. Là-dessus. Ouais. Oui. Vous m'aviez demandé de faire une recherche dessus. Je pense que c'est en deuxième année, ça En fait, deuxième ça fait année. 3 ans. Ah Ouais. ouais, C'est très voilà. intéressant. Ouais. Donc, Je pense que le centre, il doit être dégagé. Le centre de la maison, il doit être dégagé. Il faut, dans un salon, quand il y a un salon, il faut jamais avoir une fenêtre derrière soi. Par C'est exemple, des, voilà. ouais, Ce sont c'est des des principes. détails. Absolument. Ouais. Ce sont des principes, hein. Ce sont des principes fondamentaux, essentiels, basiques, hein, pour pouvoir bien vivre dans un espace. Ouais. Il y avait Euh, même des recherches, je pense, si je me rappelle bien, que des bâtiments qui sont, par exemple, face à la ruelle et qui sont qualifiés qu'ils ont un moins bon feng shui, un mauvais feng shui on retrouvait que les couples qui vivaient là-bas avaient plus tendance à se à... corréler, à Exactement, divorcer. Oui, absolument. exactement. Mhm. Oui, non, mais bon, allez, chez nous aussi, d'ailleurs, on a l'expression populaire qui dit bon, العتبة ديالها مباركة مسعودة Mhm. وهاد الأرض مباركة مسعودة. D'accord. Ça existe chez nous, hein. Il y a Ouais. d'ailleurs, vous voyez, dans des villages, d'ailleurs, quand vous allez dans des villages, vous savez, bon, tout le village se développe sur une partie de la vallée ou là, sur une partie du flanc de la montagne, et de l'autre côté, c'est vide. Mhm. Alors qu'ils auraient pu se développer symétriquement. Alors que là, vous le voyez, ça se développe vraiment en hauteur, hein, donc Ouais. avec toutes les difficultés que ça comporte, d'accord. Et de l'autre côté, qui est un peu plat, etc., ben, personne ne va s'installer là-bas. Et après, vous vous apercevez effectivement que ça, c'est le flanc de la montagne qui est orienté sud-est, Sud-est, sud, sud-ouest, et que l'autre, c'est du nord, nord-est, nord-ouest. Mhm. Tu vois, qui ne reçoit jamais le soleil, qui reçoit peut-être un vent, etc., qui est désagréable. Donc, il y a quand même, bon, voilà,
on peut appeler ça, bon, peut-être des architectures instinctives ou des urbanismes instinctifs ou intuitifs, d'accord? Mais il y a certaines civilisations, notamment la civilisation extrême-orientale, qui a étudié ça. Hein. Pour elle, c'est la base de tout. Hein. Le feng shui, c'est vraiment la base de tout. Hein. Donc le site comporte plusieurs subtilités, des choses qu'on voit par exemple la nappe phréatique, des choses qui sont même pas visibles. Caché, absolument. Et la somme de toutes ces petits détails font ce qu'on appelle maintenant un bon feng shui et un mauvais feng shui. Absolument. Ok. Ah, et l'histoire alors les Chinois, bon, on sait que c'était des grands commerçants. Hein, la hantise, si vous voulez, d'un Chinois qui construit quelque chose, c'est d'avoir des sources souterraines, des rivières souterraines. Et parce que avoir une rivière souterraine qui circule, hein, en dessous de votre maison, Des fondations pas très... bon, non, ça va, allez, on peut rassurer les fondations, mais ça vous bouffe toute votre énergie. Ah. Donc c'est de l'ordre de la mysticité carrément. C'est de l'ordre, non, du physiologique. Ah. D'ailleurs, bon, on a un exemple qu'on connaît, c'est la maison sur la cascade. La maison sur la Falling Water de Frank Lloyd Wright, d'accord, c'est la famille Kaufman, bon, qui a toujours rêvé. Hein, rêvé, bon, c'était un rêve, bon, d'un client qui était riche aux États-Unis, etc., qui avait toujours rêvé de dire, moi j'ai envie de vivre au-dessus d'une cascade. Donc ça a été, bon, une des plus belles maisons d'ailleurs de Frank Lloyd Wright, hein, cette maison avec le fameux porte-à-faux, hein, de 12 mètres comme ça, qui vient surplomber donc la cascade, avec la possibilité au client, si vous voulez, donc de même de descendre, puisqu'il avait mis des escaliers, hein, métalliques pour pouvoir toucher l'eau, etc. Mais la personne a vécu dans cette maison 8 à 9 mois. Avant l'année, il avait déménagé parce qu'il était tout le temps malade. Il a commencé à mal se sentir. Comme tu dis, il commencé à avoir des problèmes même financiers, etc. Parce que bon, c'est même pas une rivière souterraine sur laquelle il s'est construit. C'est une rivière avec une cascade qui lui bouffait toute son énergie positive. Donc là, c'est vraiment... Bon, maintenant, c'est devenu un musée. Hein, donc ça a toujours été d'ailleurs un musée. D'ailleurs, elle a été abandonnée. Maintenant, c'est devenu un musée. D'accord ? Donc, c'est des choses quand même qui sont pas... C'est pas de l'ordre du mysticisme, à mon avis. Non, c'est vraiment de l'ordre du pratique. Hein. Ouais. Une question que je voulais vous poser, monsieur Nordin, c'est dans les années 80, est-ce que vous avez rencontré des problèmes ou quelque chose qui bloquait dans des temps où cette connexion ou ces discours sociaux ou même durables n'avaient pas lieu dans le discours architectural? Parce qu'avant, je ne pense pas qu'on donnait beaucoup d'importance à ces relations sociales ou le vécu de l'habitant dans notre discours architectural. Je pense que oui. Je pense que... Alors, tu parles du développement durable, c'est ça, le développement durable? Oui, parce qu'on a constaté que dans votre architecture, vous donnez beaucoup d'importance à ces deux principes. Premièrement, le vécu de l'utilisateur et la relation du bâtiment avec son environnement. Qui vont de exactement. Pair. Oui. Donc, c'est-à-dire que, bon, disons que moi, j'ai été formé dans ce domaine-là. Donc, bon, ça a été un petit peu ma manière de faire tout à fait naturelle. Et donc, bon, voilà, j'ai eu un parcours professionnel qui a fait que, bon, j'ai essayé à chaque fois de faire passer les choses que j'ai apprises. Je suis convaincu. Alors, il y avait des choses, des fois où ça passait facilement, des choses où il fallait forcer un petit peu, des choses où j'ai réussi à les faire passer, il y a d'autres fois où je n'ai pas réussi à les faire passer. Hein. C'est pas toujours des succès. Hein, donc, mais en tout cas, la volonté a toujours été de développer du bien-être ou d'insuffler du bien-être dans les espaces qu'on construisait. D'accord ? Moi je dis, bon, allez, aujourd'hui, encore plus qu'il y a dans les années 80, attention, les gens sont peut-être sensibles effectivement au développement durable à cause du réchauffement climatique, voilà, la perte des énergies fossiles, etc. Donc c'est un sujet d'actualité, mais il n'est pas dit que l'attitude des concepteurs, en tout cas des architectes, soit en phase avec ça, en résonance avec ce sujet-là. Hein. C'est vrai que bon, il y a des lois qui sont sorties, effectivement, en matière d'efficacité énergétique, qu'on applique au Maroc depuis un certain nombre d'années, qui ont permis effectivement, peut-être d'introduire des notions basiques d'efficacité énergétique, comme l'isolation thermique, l'isolation même phonique d'ailleurs, qui fait partie aujourd'hui des normes de construction au Maroc. Mais bon, allez, il ne faut pas se mentir, dans des grands projets de promotion immobilière,
les sujets thermiques et les sujets phoniques ne sont pas automatiquement des priorités pour le promoteur. C'est quand même des opérations financières, commerciales très lourdes et les calculs d'optimisation font souvent que voilà, le résilient acoustique, le double vitrage ou la laine de roche chargée de protéger thermiquement le bâtiment, souvent sont abandonnés. Et comment pouviez-vous concilier ces impératifs techniques et économiques avec l'importance que vous donnez au bien-être de l'habitant et Parce que le bien-être de l'habitant ne coûte pas cher. Oui, je veux dire, le bien-être de l'habitant, c'est une question de conception. Ça rejoint un petit peu le discours qu'on avait tout à l'heure de dire c'est de la philosophie. L'architecte, on le sait, c'est un sculpteur, c'est le sculpteur du vide. Quand l'espace, c'est le vide. On est d'accord que l'architecte sculpte le vide qui est entre la matière, entre les murs, entre les plafonds et les dalles. C'est là où les gens vivent. On ne vit pas à l'intérieur du mur. On ne vit pas à l'intérieur d'une fenêtre. D'accord ? Donc l'architecte est bien un sculpteur du vide. D'accord ? Après, ce vide n'est pas vide. C'est une énergie. D'accord ? Donc, encore une fois, je reviens aux architectes extrême-orientaux. Tout est énergie, d'accord ? Le fameux Qi, ou le Chi, le Qi des extrêmes orientaux, c'est-à-dire que tout est énergie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace sur Terre, si vous voulez, qui est neutre, d'accord ? Vous avez du yin, vous avez du yang, vous avez des énergies positives, des énergies négatives, et tout ça s'entrecroise tout ça est parfaitement géométrisé, et tout ça vit d'une manière naturelle. Alors, c'est à nous, en tant qu'architectes, à savoir capter en fait ces énergies de telle manière à ce que on puisse faire vivre des gens dans un équilibre le plus parfait possible. Mais l'espace en lui-même ne coûte rien, il coûte zéro. Oui, il coûte zéro. Moi, je mets deux murs, par exemple, parallèles l'un par rapport à l'autre, avec un autre mur derrière et une fenêtre devant. D'accord ? Alors, bien sûr, le mur, je peux le faire en plaqué or. En platine. C'est le mur qui va coûter cher. Mais le vide en lui-même, il coûte rien, il coûte zéro dirham. Par contre, la distance que je mets entre mes deux murs, ma dalle et mon dallage, c'est là où tout se joue. C'est une question de proportion. On sait qu'en architecture, les proportions sont importantes. Donc, à quel point, avec un petit budget, par exemple, d'une villa, on pourrait faire une architecture pas forcément belle, mais qui soit au service de l'occupant. On ne va pas être restreint par un plafond de budget. Non, mais je vous donne comme exemple l'architecte Frank Lloyd Wright, dont on parlait tout à l'heure, qui a été l'architecte qui a le plus construit au monde. Il a eu 1200 œuvres quand même. Il a vécu longtemps, c'est vrai, jusqu'à l'âge de 96 ans, mais il a quand même construit 1200 œuvres, dont la plupart étaient des villas. Il a construit à peu près 1 millier de villas, d'accord ? Et il était connu, si vous voulez, pour être un architecte star, d'accord ? Mais ces villas n'étaient pas chères. Ces villas n'étaient pas chères, d'abord parce que il s'adaptait avec le matériau local. Alors, quand, si vous lui commandez une villa, vous habitez en forêt, donc automatiquement, il vous demandait de construire la villa avec du bois, d'accord ? Si vous étiez dans un désert, il vous donnait des plans avec des villas, avec les pierres de la région, les pierres du désert. Vous voyez, je veux dire. Si vous habitiez, je sais pas moi, à Chicago ou à Dallas, vous aviez la pierre de la région avec des toitures en bois parce qu'il y a de la forêt à côté. C'est que le but d'un architecte n'est pas de faire dépenser de l'argent à son client, mais de le faire vivre dans une maison du bonheur. Et la maison du bonheur, c'est quoi ? Encore une fois, c'est la bonne proportion d'une fenêtre, la bonne orientation d'une porte, oui, je veux dire, la bonne hauteur d'un plafond. Moi, j'ai visité peut-être une centaine de villas de Frank Lloyd Wright et on était tout le temps surpris quand on arrivait en voiture, par exemple, devant une maison, de voir, par exemple, une maison extrêmement basse, par exemple, tu vois, qui avait peut-être 2,40 m de haut, 2,80 m de haut, de voir le couple qui sortait pour nous accueillir, qui mesurait 1,60 m, 1,65 m de haut. Vous voyez, je veux dire. Et il y avait d'autres villas où on voyait, tiens, c'est curieux, vraiment une maison qui faisait 6-7 mètres de haut,
Puis on voyait bon, l'Américain qui sortait, qui faisait 2 mètres de haut, avec sa femme qui faisait 1,90 m de haut. Donc c'était vraiment des maisons sur mesure qu'il faisait. Taillées sur mesure. Sur mesure. Voilà. C'est-à-dire que comme un escargot, comme un animal à coquille, si vous voulez, il faisait de ces maisons comme de véritables sécrétions. C'est-à-dire qu'il prenait l'habitant, monsieur, je sais pas moi, Romuald Kafner, par exemple, et comme un tailleur. Il prenait les mesures, le hauteur, le truc, le couple, et puis il faisait tout à la mesure de ses habitants. Et bon, maintenant, ce sont des gens peut-être qui ont disparu, tous, mais bon, moi, je suis parti dans les années 80, d'ailleurs, la plupart des clients de Frank Lloyd Wright étaient encore vivants. C'est des gens qui peut-être avaient 65 ans, 70 ans, 75 ans. C'est des gens qui, pour eux, voilà, c'était leur maison. Et c'est des gens qui ont vécu dans leur maison pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, sans jamais vous désirer en partir. Parce que c'était, pour eux, c'est une deuxième peau pour eux. C'était leur corps, voilà, projection de leur corps. Donc, pour arriver à faire ce genre d'architecture, est-ce que, dans son propre cabinet, bien sûr, vous ne trouvez pas que c'est un truc ou c'est une idéologie ou une façon de faire que pas tout le monde pourrait s'afforder? Donc, parce que je pense au début, il va falloir travailler de façon quantitative pour bien sûr avoir des revenus, avoir sa marge dans son cabinet. Et le fait de travailler chaque projet de façon méticuleuse, adressée à son habitant, pourrait prendre du temps. C'est quelque chose qui va être taillé, comme vous venez de dire, comme un costume sur mesure. Exactement. Ouais. Et un costume sur mesure, il prend plus de temps qu'un costume qu'on va acheter. En prêt-à-porter. Exactement. Après, c'est une question comment on appelle ça, de maîtrise des outils. Je veux dire, c'est que quand tu maîtrises tes outils spatiaux ou spatiels, ce sont quel que soit ça prend moins de temps. Tu conçois, encore une fois, tu construis une résidence de 200 appartements avec des F2, des F3, des F4. D'accord ? Ce sont des règles. Ce sont des règles. Position du lit par rapport à la fenêtre et par rapport à la porte, la salle de bain par rapport à la chambre, le salon par rapport à la cuisine comment est-ce qu'elle doit être. Je veux dire, tout ça, c'est des choses qui deviennent, avec le temps, avec l'expérience, des choses qui deviennent, comment on appelle ça, qui deviennent basiques. D'accord ? Qui deviennent basiques. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire autrement que d'appliquer ces règles-là. Tu vois, je veux dire. Et donc, ça ne prend pas plus de temps. Vraiment, ça ne prend pas plus de temps. Tu vois, donc tu es obligé, si tu veux, de pouvoir maîtriser ça avec le temps et dire que ça va coûter plus cher, etc. Non, ça ne coûte pas plus cher. Et même au niveau du temps que tu vas passer en tant que concepteur au niveau de ton agence, non. J'ai dit, c'est une question d'intention. Vraiment, c'est une question d'intention. Dès que par contre, il faut capitaliser. Il faut capitaliser cette expérience, si tu veux, du bien-être. Il faut la capitaliser. On est des éponges. C'est-à-dire que partout où tu vas, il faut te dire, tiens, est-ce que cette hauteur de table est bien ? Est-ce que cette hauteur de chaise est bien ? Est-ce que que tu continues à travailler tout le temps. Il faut toujours être un peu éveillé, être attentif un petit peu au monde qui nous entoure. On voyage, en vacances, à la maison, etc. On ne cesse jamais d'être architecte. Je veux dire, on ne cesse jamais d'absorber des impressions, des émotions, des sensations et pouvoir capitaliser tout ça. D'accord ? Et on a l'œil qui mesure. Vous allez voir, au fur et à mesure, avec le temps, vous êtes capable de dessiner des plans à l'échelle. Vous n'êtes pas obligé de mesurer. Vous savez que, par exemple, cette chaise-là, elle fait 47 cm, elle ne fait pas 45. Tu vois ? Ce siège, il fait 55 par 57. Mais bon, c'est une question d'entraînement. Et d'intérêt, je veux dire. Et vous ne pouvez pas vous tromper. Vous êtes obligé de faire un bâtiment rapidement, il n'y a pas de problème, mais vous savez que des toilettes de large, vous ne pouvez pas faire moins que 80 sur 1m35, 1m37. Si vous pouvez mettre 1m40, c'est bien, avec une porte qui s'ouvre à l'intérieur. Tu vois ? Ce sont des réflexes. Oui, des automatismes qui doivent venir se faire.
Et après, vous vous focalisez effectivement sur l'orientation, sur voilà, une chambre qui est côté nord. Ben voilà, comment faire pour que la personne ne souffre pas trop qu'elle soit côté nord? Est-ce qu'on ne peut pas trouver autre chose? Est-ce qu'on ne peut pas trouver tu vois, un ouvrant ou une ouverture sur le côté sud? Tu vois, je veux dire, c'est des choses comme ça qu'il faut arriver à maîtriser. Tu vois. On a parlé de l'impact de l'architecture, de l'intérieur de l'architecture qu'a sur ses occupants, mais l'architecture c'est aussi une enveloppe externe et qui impacte, je dirais pas tout autant que l'intérieur. Les gens de la ville, c'est de l'ordre de l'urbanisme. Alors comment vous pensez que l'architecte pourrait sculpter ces bâtiments de l'extérieur pour rester conforme au bien-être de l'humain, de l'ordre de l'urbanisme? Oui. Enfin, nous, on vient d'un pays où les médinas étaient un peu notre urbanisme, hein. Le principe de la médina, c'est quoi? C'est le principe bon, d'un circuit interne, un réseau, hein. C'est un Mhm. réseau un petit peu donc, de veines ou d'embranchements qui font que les gens puissent arriver à destination par un système de circulation, à pied, à dos d'âne, à dos de mulet ou de cheval, de moto aujourd'hui ou de voiture. D'accord. Et le principe était donc l'épiderme d'une maison, c'était une peau extérieure en fait qui cachait une vie matricielle à l'intérieur. On était la maison traditionnelle méditerranéenne d'ailleurs, hein, c'est pas du tout marocaine, hein. Marocaine. Elle est méditerranéenne, vous la retrouvez tout autour de la Méditerranée, même un peu plus loin, mais c'est pour des raisons climatiques et des raisons aussi de comment on appelle ça, de sociale, c'est-à-dire qu'une vie familiale, c'est une vie intime, elle n'a pas à s'exposer au regard et au bruit et de l'extérieur, en tout cas, ou des passants extérieurs. Donc, partout dans le monde, hein, en commençant par le Portugal, en allant en Syrie et en revenant au Maroc, vous allez voir, toutes les médinas, vous avez des peaux, des épidermes totalement fermés, avec peut-être quelques saillies, hein, pour pouvoir faire rentrer un peu d'air et de lumière, avec peut-être des mouches arabiées. D'ailleurs, le principe des mouches arabiées, vous le retrouvez même au Portugal, hein, Mhm. et partout, hein. Pourquoi? Parce que ça donne sur l'extérieur. Donc, on a à protéger l'intimité d'une maison. D'accord? Par contre, à l'intérieur de la maison, vous avez le jardin intérieur, le riad, le patio, etc. Et toutes les pièces sont ouvertes sur ce patio. On est bien d'accord. Apport de lumière, on est en contact avec le ciel, avec la nature, voilà, avec le climat, etc. Et à l'intérieur, en fonction de votre richesse, vous avez des bassins, vous avez du célige, vous avez des orangers, vous avez des figuiers, etc. Mais à l'extérieur, vous avez un mur blanc avec Mhm. une porte et peut-être 2 ou 3 fenêtres. Et ça, c'est général. D'accord? Nous, on vient de là. On vient de là. Alors après, il y a eu le monde occidental. Le monde occidental européen. D'accord, qui a été voilà, 17, 18, 19e siècle, début du 20e siècle, avec son système de colonisation, son système d'industrialisation et son système capitaliste, hein. Donc il faut le dire, le système capitaliste fait que si quelqu'un est un gros industriel, d'accord, et quelqu'un gagne beaucoup d'argent, eh ben, il faut que tout le monde le sache. Parce que c'est bon pour son industrie, c'est bon pour son commerce. D'accord? Il faut que je montre à tout le monde que je gagne beaucoup d'argent pour en gagner encore plus. Je suis quelqu'un qui est puissant, qui peut inspirer confiance. Et dans le système dans lequel on vit, occidental capitaliste, eh ben, plus vous avez d'argent, plus vous avez de pouvoir et plus vous avez d'aura. Mhm. Hein, les 5 hommes aujourd'hui les plus influents du monde, voilà, c'est Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, on les connaît. Hein, Ouais. c'est les 5, il y en a 5. Hein, il n'y en a pas 6. Et peut-être un Chinois qu'on ne connaît pas encore, ou le gars d'Alibaba, hein, d'accord, qu'on connaît. D'accord. Donc, c'est les hommes les plus riches du monde, les plus puissants du monde. D'accord. Et ce sont des gens qui vivent dans des maisons, effectivement. Vous allez les voir, vous allez traverser, etc. Vous allez dire, tiens, ça, vous allez voir, c'est la maison de quelqu'un de très, très riche, immensément riche. C'est le système capitaliste, hein, qui veut ça. Alors qu'à l'époque, bon, au contraire, les gens qui étaient extrêmement aisés, tu vois, qui vivaient vraiment parce que c'était des dynasties, c'était des familles qui étaient bourgeoises depuis très longtemps, etc., faisaient tout pour que passer la porte, aucun signe extérieur de richesse. Ouais. C'est le même enduit, c'est la même peinture à la chaux, hein, qui peignait toutes les maisons, d'accord. Dans les médinas de Meknès, Mrache, Fès, Tétouan, etc. Même au Portugal, en Espagne, etc. En Algérie, Tunisie, c'est la même chose, hein. Il y a une porte. Et la porte la plus discrète possible, mais quand vous rentriez à l'intérieur,
en fonction de La richesse du de la corps. richesse de la C'est personne, les de la matériaux noblesse aussi. de la personne, de l'ancienneté de la personne. Mhm. Vous aviez un palais, vous aviez une petite maison toute simple, etc. Mais c'était le même principe. D'accord. Et c'était c'était une sorte de discrétion pour protéger un peu l'intimité et la vie intérieure de la maison. D'accord. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc donc le fait de la volumétrie extérieure, bon, c'est vrai que c'est un problème. Nous, en tant qu'architectes, heureusement, bon, il y a eu quand même l'école un peu suisse de ces dernières années qui nous a ramené peut-être à des choses plus minimalistes, Sobre, plus ouais. sobres, etc. Plus fermées d'ailleurs. Hein. Les maisons sont beaucoup plus fermées, plus ouvertes vers l'intérieur, vers le jardin, etc. Et on se ferme à la rue. Alors qu'avant, bon, les gens faisaient des frontons, des machins, etc., des grandes fenêtres, etc., pour montrer à tout le monde qu'ils avaient les moyens d'avoir des grandes fenêtres. Mhm. C'est vrai, avoir une grande fenêtre coûte plus cher qu'avoir une petite fenêtre. Ouais. D'accord. Donc c'est un système économique, hein. C'est un système de représentation sociale qui fait que l'architecture, effectivement, ou l'architecte est obligé de s'y soumettre. Alors il s'y soumet avec plus ou moins de bonheur, d'accord, en donnant plus ou moins de bien-être à ces gens-là, parce que bon, le but c'est quand même, bon, même si vous êtes extrêmement riche, vous avez le droit au bonheur, hein, en tout cas de ressentir du bien-être dans votre maison. Plus que les autres. Autant que les autres. Encore une fois, le bonheur n'a pas, heureusement, le bonheur n'a pas de prix, hein, ne coûte pas cher le bonheur. Hein, vous savez, C'est pas une compétition. voilà. Encore une fois, vous pouvez avoir des murs en or massif. Ouais. Si les murs sont mal calibrés, mal proportionnés, voilà, la quantité de bien-être, c'est pas parce que vous êtes entouré d'or que le bien-être est. Oui. Alors que vous pouvez avoir une maison faite en paille, mais bien proportionnée, avec la bonne ouverture au bon endroit et les bonnes hauteurs, les bonnes proportions, vous serez heureux. Vous voyez, je veux dire. Donc l'architecte joue sur le vide. Hein. Il est pas. Alors, on peut construire. Bon, moi j'ai eu l'occasion de construire des maisons pour des gens très aisés, etc., qui ont coûté très cher, etc., avec des matériaux très chers, etc. Et j'espère que le vide, hein, qui coûte 0 dirham, hein, le vide dans lequel tout s'est inscrit à l'intérieur de tous ces matériaux très riches et très chers, leur ont procuré quand même du bien-être. Parfait. Donc, on avait trouvé que pendant une de vos rencontres avec Tel Quel, Oui. ouais, que vous aviez évoqué le tabou de la hauteur, donc dans l'étalement urbain de nos villes marocaines. Oui, c'est vrai. On se demandait pourquoi ce tabou de la hauteur persiste-t-il encore dans nos villes marocaines et est-ce que ce développement, cet étalement urbain en largeur n'est pas au détriment des terres agricoles? Tout à fait, oui, vous avez raison. Oui, vous avez raison de dire ça. C'est que moi, je réagis toujours d'ailleurs, hein, à l'étalement des villes. Il n'y a aucune raison aujourd'hui pour qu'on puisse étaler nos villes au détriment justement des réserves agricoles. Hein, parce qu'on va se retrouver un petit peu comme les grandes villes européennes où il faut faire 50 km, 60 km pour trouver de quoi manger. Hein, vous avez les grandes villes comme New York, Miami, Los Angeles, qui sont des villes qui sont à l'image de l'étalement urbain à outrance. Il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché. Le seul moyen de manger là-bas, c'est d'aller dans un fast-food. Il faut vraiment avoir les moyens pour aller loin, pour acheter des légumes, des carottes, des choux-fleurs, etc., naturels. Et c'est dommage que le Maroc puisse encore vouloir étaler ses villes, alors qu'on pourrait, enfin toute proportion gardée, bien sûr, tout en gardant quand même de vue quand même le bien-être des gens, le bien-être des sociétés, des familles, s'élever en hauteur. Hein, je donne l'exemple de Dubaï, par exemple, qui est, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, une ville où il est réputé bien vivre. En tout cas, tout le monde veut aller à Dubaï. Pourquoi ? Parce qu'on vit bien à Dubaï. Dubaï a le même nombre d'habitants que Casablanca, par exemple. Ils ont 5 millions d'habitants, Casablanca. Casablanca a 350 km² et Dubaï a 35 km². Donc c'est 10 fois moins. C'est 10 fois moins. Ouais. Et pourquoi ? Parce que, aujourd'hui, à Casablanca, en moyenne, hein, on est quoi ? On est sur du rez-de-chaussée plus un étage. Même si tu comptes quelques immeubles qui, aujourd'hui, plafonnent à 20 étages, au CFC, par exemple, etc. On est au maximum à 20 étages.
20 étages, bon, il y a quoi? Il y a peut-être une vingtaine d'immeubles qui font 20 étages à Casablanca. Mais tout le reste, c'est quoi? On est sur du R+4, du R+5 et 95% de R+2. Hein, Casablanca, c'est du R+2, c'est du rez-de-chaussée plus 2 étages. D'accord? Pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, je préfère faire vivre. Je vis dans un appartement, que je sois au premier étage ou au Oui, 40e étage, c'est la même je vis chose. dans un appartement. Ouais. Je suis même Voilà. loin des bruits et de... Bah, en plus, oui, à la limite, oui, en plus, plus tu es en hauteur, plus l'appartement coûte cher. D'accord? Mm. Mais bon, allez, on ne peut pas tout transformer en 40 étages, mais au moins arriver à faire des plans d'aménagement. Il n'y a aucune raison pour qu'aujourd'hui des plans d'aménagement sortent encore à Casablanca ou dans d'autres villes du Maroc avec des immeubles plafonnés à 3 étages. Mais pourquoi? Mhm. Pourquoi 3 étages? Tu veux dire, pourquoi pas 6? Enfin, c'est quoi la règle? Mhm. Tu veux dire, c'est quoi la Par règle? exemple, à Marrakech, la règle est de ne jamais dépasser la Koutoubia. Mais je sais pas en vrai Oui, pour mais ça, c'est Casablanca, c'est bon, ça, comment. c'est des légendes, je crois. Hein. C'est des légendes. C'est des légendes. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne dépasse pas la Koutoubia. Tu veux dire, on ne peut pas. Marrakech, bon, elle a peut-être 1 million, 2 millions d'habitants, je sais pas. Mais dans 10 ans, elle va avoir 20 millions d'habitants. On va aller où? On va construire, on va atteindre Safi et Saouira, Ouarzazate. Et quoi, pour aller venir à la Koutoubia, justement, quoi, on va prendre l'avion. Il faut prendre l'avion. J'habite à Marrakech, mais je prends l'avion pour aller faire ma prière à la Koutoubia. Tu veux, je veux dire? Non, je pense je sais pas, si on veut expliquer ça, bon, il y a peut-être sans doute il y a plusieurs raisons. Bon, il y a déjà la spéculation immobilière. Ouais. C'est sûr que voilà, la spéculation immobilière, moi je suis promoteur immobilier et c'est de bonne guerre. Hein. J'ai un peu d'argent, ben, je vais aller acheter des terrains agricoles pas trop loin de la ville. Mhm. D'accord? Quelques dizaines d'hectares, quelques centaines d'hectares en fonction de mes moyens. Et j'attends que la Le ville plan grandisse, d'accord? Va pouvoir intégrer mes 100 Atteindre, ouais. hectares dans le périmètre urbain. Mhm. D'accord? Donc, c'est un investissement intelligent. Hein. J'achète des terrains à 3 dirhams, à 2 dirhams. Voilà. Et à un moment donné, je sais qu'ils vont rentrer dans le périmètre urbain et je fais une plus-value de 1000%, de 500%, de 300%. D'accord? Donc, ça, c'était un peu la règle, un petit peu bon, de l'agrandissement de toutes les villes dans le monde. Hein. D'accord? Toutes les grandes fortunes se sont faites comme ça. Achat de terrains agricoles pas trop loin des villes, périphérie. intégration de ces terrains agricoles dans le périmètre urbain. Voilà. Augmentation de la fortune et rebelote. Je replace encore On attend mon argent le nouveau plan dans, d'aménagement. dans une autre ceinture Ouais. et ainsi va la vie des promoteurs immobiliers. Mais bon, il n'y a pas de problème. Mais moi, je veux m'occuper du centre aussi, le centre de Casablanca. Si vous allez voir le centre de Casablanca, c'est un rez-de-chaussée. Mm. Bon, les Français ont construit, oui, à l'époque, dans les années 20, 30, ils osaient construire du 5 étages, dans les années 30, hein, les années 20. D'accord? Boulevard Mohamed V, c'est du 5 étages. D'accord? C'est courageux de leur part. Nous, non. 60 ans après, on est à R+2. 95% de Casablanca, c'est du R+2. D'accord? C'est pas logique. C'est pas logique. Moi, allez, même, je m'en fous. 60 mètres carrés, 80 mètres carrés, un petit lopin de terre. Bah, monsieur Untel a envie de construire, je l'autorise à faire 5 étages. Non, il met un ascenseur et il met 5 étages. Pourquoi 2 étages? Tu veux dire, pourquoi limiter Il n'y a aucune raison, absolument aucune raison. D'accord? Après, on dit, bon, il y a parce qu'à un moment donné, on a dit, ah bon, on ne veut pas, parce qu'à Casablanca, on a dit, on ne pouvait pas dire la mosquée bon, de Ain Dieb, qui, elle, culmine quand même à 200 mètres de haut. Hein, c'est un des plus hauts minarets, donc on ne pouvait pas faire la même chose que la Koutoubia. Ouais. Mais on disait, il ne faut pas dépasser la hauteur des palmiers. Hein, parce que Casablanca avait des palmiers. Donc, bon, mais tout ça, c'est des légendes. Ouais, C'est des légendes. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de la spéculation immobilière. Ces décisions, ils sont prises au niveau de l'agence urbaine. Pas que, non. Pas que, c'est des orientations, moi. Non, c'est des orientations. C'est l'agence urbaine qui est responsable, effectivement, des plans d'aménagement de chaque ville. D'accord? Mais après, c'est des orientations. Hein, c'est des orientations. Je crois, au niveau d'un ministère. Je crois que c'est beaucoup plus un ministère, tu veux dire. Parce que les agences urbaines dépendent du ministère de l'urbanisme et de l'habitat.
d'accord? Après, chaque gouvernement a sa politique, d'accord? Mais je trouve qu'aujourd'hui, on ose plus la hauteur, tu vois, parce que, bon, déjà, on a la tour Mohamed VI à Rabat, Mhm. hein, qui est quand même une tour qui fait, je crois, presque 120 mètres de haut. C'est la plus haute tour d'Afrique, Afrique, ouais. d'accord? Voilà, déjà, on a osé faire ça. Mhm. Donc, c'est déjà, oui, en plus, bon, Une belle voilà, direction. c'est une belle réalisation, etc. Donc, je suppose qu'il va y avoir d'autres tours. Mhm. On a à Casablanca, il y a le CFC, où on va bientôt avoir une tour, je crois, de 47 étages ou de 50 étages, hein, qui est fait par un privé, d'accord? Donc, et puis la plupart des bâtiments là-bas font tous 20 à 25 étages, hein, les sièges de banque, etc. Donc, on ose la hauteur. Mhm. Voilà. Donc, on ose la hauteur, et donc j'espère que ça va faire des petits, quoi, hein. Parfait. Alors, je pense Alors, que... monsieur, comme à l'accoutumée de nos épisodes, on demande à l'invité donc, de partager avec nous des livres, des ouvrages Mhm. qui Oui. pourront discuter ou qu'on pourra alimenter à nos auditeurs et à Ou nous-mêmes euh, concernant nos sujets de l'épisode et notamment peut-être quelque chose qui va parler du feng shui, de la relation entre habitants et bâtiments. Oui. Et surtout des ouvrages qui pourraient cultiver ou donner le déclic de cette fameuse intention dont vous parliez, cette nia. Ouais. Comment on pourrait la provoquer avec de la lecture ou bien Mhm. des ouvrages ou autres. Oui. Mais peut-être avant de parler de ces ouvrages-là, parce que moi j'aimerais Bien sûr. parler du lycée. Le lycée qu'on a construit, on en a parlé un petit peu en aparté avant, Ouais. pour raconter quand même l'histoire, surtout pour les jeunes architectes, hein. Ouais, parfait. Ouais. Bien sûr, allez-y. Les C'est jeunes intéressant. architectes, souvent, parce que tu m'as posé une question, comment faire, hein, on a été détourné dans notre discussion. Mais la question, tu disais, mais comment faire pour appliquer un petit peu les règles de l'obtention du bien-être des habitants quand on commence dans une agence. Chaque projet, en fait, on sait comment il commence, mais on ne sait jamais comment il se termine. D'abord parce que un projet peut être abandonné, d'accord, en cours de route, pour différentes raisons. Hein, il n'est pas autorisé, le promoteur a changé d'avis, il n'a plus d'argent pour le construire, etc. Donc, chaque projet est une aventure dont on connaît le début, mais on ne connaît jamais la fin, d'accord. Même si on a fait tous les plans, si on a fait les DCE, on a fait les plans d'exécution, etc., en cours de route, il peut arriver à un moment donné, Peut on tomber à l'eau. découvre quelque chose dans le sous-sol, voilà, une nappe phréatique, un sol argileux, machin, impropre à la construction. On est obligé de s'adapter. Moi, je voulais un peu parler de l'expérience du lycée d'excellence de Ben Guerir, puisqu'on est à Ben Guerir. Pour dire, d'abord, que c'est un projet. Alors, en plus, tous les projets qu'on a, la plupart, 95%, sont des projets qu'on gagne sur concours. Mhm. C'est très rare. Enfin, je pense qu'il y a des cabinets qui ont encore des projets de gré à gré, d'accord, mais c'est de plus en plus rare, d'accord. Donc, nous, c'est un projet qu'on a, le lycée d'excellence, je trouve qu'il a une histoire particulière. Il a des résultats particuliers, d'accord. Il est connu maintenant au Maroc, en France, etc., pour être un lycée d'excellence qui porte des destins vers des très grandes écoles européennes, américaines, etc. Et on peut se dire, tiens, mais pourquoi? Est-ce qu'il a quelque chose de particulier, ce lycée, pour pouvoir, en dehors peut-être effectivement d'un staff et d'un environnement pédagogique performant, d'accord? Mais est-ce qu'au niveau de l'architecture, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait que les gens qui rentrent dans ce lycée-là arrivent à performer dans leurs études? Mhm. C'est une question. C'est bien de savoir Oui, c'est une bonne question, ça. votre point de vue étant architecte, dessinateur du bâtiment. Ben voilà. Ouais. Moi, j'ai conçu ce projet-là, avec une équipe, c'est sûr, mais alors déjà, il faut savoir que justement, le projet du lycée d'excellence, on a changé 6 fois de terrain. Ah. On a changé 6 fois de terrain. Alors, ça peut être un peu contradictoire avec ce que je disais, si tu veux, à chaque fois s'adapter au terrain, d'accord, pour pouvoir continuer à appliquer le programme, etc. Donc, alors, qu'est-ce qui a fait que, justement, à la limite, peut-être même malgré nous, malgré l'équipe de conception, on est arrivé quand même à un résultat qui, à mon avis, influe quand même le comportement des gens à l'intérieur de
de ce lycée, Sans doute. c'est que le fait de changer 6 fois de terrain, d'accord, ben, à chaque fois, on a gardé l'essentiel du projet. C'est-à-dire que, oui, je veux dire, c'est-à-dire que c'est comme si, quand vous voulez faire un costume sur mesure, ben voilà, donc vous le faites, puis à un moment donné, vous vous rendez compte que le tissu, bon, il n'y a plus de tissu pour faire le pantalon ou les manches, et ben vous êtes obligé de changer le tissu, d'accord, de prendre Mais un vous autre tissu, gardez mais vous gardez, L'esprit est le même. l'esprit est le même, d'accord, et voilà, l'essentiel, l'essence du projet. Et donc, le fait d'avoir changé justement 6 fois ce projet, d'accord, pour nous, c'était terrible à chaque fois. Parce qu'en plus, on était dans l'urgence. Vous savez, les projets, bon, souvent qui se font à l'UM6P ou dans le cadre de l'ESP, se fait sous forme de fast track, etc., avec une grosse équipe qui travaille dessus. Et donc, ça aurait pu être à chaque fois des catastrophes, des petites catastrophes. Nous, bah, je ne sais pas pourquoi, bon, il y avait ce projet-là, c'était un projet qui était quand même bien, c'est une Bien bonne reçu. graine, voilà, qui est bien senti, bien réfléchi, etc. Donc à chaque fois, ça nous a permis, en fait, en changeant de terrain et en changeant de programme aussi, hein, parce qu'on changeait de programme en même temps, le maître d'ouvrage changeait de programme. Et que nous, au départ, on était parti sur un lycée de 600 personnes, de 600 élèves. D'accord ? Après, bon, on est parti sur un lycée du jour au lendemain, hein, de 5000 élèves. Je veux dire. Et après, bon, le chiffre s'est stabilisé à 3000 élèves. Je veux dire. Donc, tu vois, ce fait d'avoir, tu vois, de changer un petit peu de gabarit du projet, d'accord, c'est quand même, tu vois, c'est quand même, ça aurait pu être handicapant. Ouais. Mais nous, avec notre équipe, on a gardé, si vous voulez, l'objectif, d'accord, justement, toujours bien-être, voilà, l'équilibre des sens, tu vois, garder l'essentiel, si vous voulez, de l'âme et l'esprit du projet, de telle manière, si vous voulez, que le fait qu'on ait changé finalement de terrain, de programme, d'orientation, parce que la ville verte était en pleine métamorphose, hein. Une fois, on nous dit l'assainissement va passer là. Après, non, on nous dit, ah ben non, l'assainissement finalement passe là. Donc, il faut tout réorienter, tu vois, au niveau des plans, etc. Mettre plutôt la cuisine du côté de là, mettre les chambres plutôt de ce côté-là. Mais donc, tout ça, ça fait comme si, à la limite, on secouait l'arbre, de telle sorte que les choses qui étaient inutiles, superflues, des problèmes de façade peut-être, etc., disparaissaient pour garder vraiment que l'essentiel. Ouais. Et ne pas, tu vois, toujours tu vois, le bien-être et de l'enseignant et de l'enseigné. Tu vois, je veux dire. Et c'est ça qui a fait que, à mon avis, le lycée aujourd'hui est quand même performant et surtout produit, hein, ou enfante, entre guillemets, des étudiants, si tu veux, des lycéens qui arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu des grands concours internationaux. Alors pour les livres, oui, alors encore une fois pour les livres, donc je parlais de Espèce Georges d'espace. Perec, Espèce Ouais. d'espace. Moi, je pense que c'est un petit livre, franchement, qui est puissant. C'est vraiment une pépite qui est très importante. Alors, le deuxième livre que je pourrais conseiller aussi, vous l'avez sans doute tous lu, il y a quand même 2 livres importants que vous avez sans doute tous lus, c'est La poétique de l'espace de Gaston Bachelard. Ça, c'est un architecte qui se doit de lire ça. Ouais. Justement, comment l'architecture et l'espace habité est vécu comme son alter ego, Ouais. comme un être humain. Hein, comment une cave, un grenier, comment une cuisine, la remise d'une cuisine, une baraque au fond d'un jardin. Tu vois, comment tout ça peut effectivement développer chez quelqu'un, si tu veux, ce sentiment d'appartenance. Encore une fois, bon, en tant qu'architecte, on cherche tous à développer ce sentiment d'appartenance entre l'habitant et l'habité. D'accord ? Donc, la politique de l'espace, à mon avis, c'est un élément important. Et le troisième livre, à mon avis aussi, qui est très important, c'est vous devez l'avoir en budget, c'est le livre de E.T. Hall, La dimension cachée. Ouais. D'accord. Hein, qui justement relativise un petit peu justement les sensibilités de chacun. Hein, vous êtes américain, moi je suis marocain, on vit l'espace d'une manière différente, on vit la proxémie d'une manière différente et on vit le confort d'une manière différente. Hein. Un Américain, pour vous dire bonjour, il vous dira bonjour le bras tendu. Ouais. Et pour lui déjà c'est quelque chose de très amical. Ouais. D'accord. Un Marocain, si jamais tu lui dis bonjour comme ça,
Il se dit, Et, tiens, celui-là, et c'est une insulte presque. Ouais. C'est une insulte. Hein. Et si jamais vous faites ça à un Américain, vous l'avancez vraiment presque au contact, il fera automatiquement un pas en arrière. Ouais. Parce que sa bulle, sa Personnel, bulle brusqué. personnelle, voilà, il va se sentir violé, agressé. Tu vois. Donc, c'est important. Parce que comment vous, en tant qu'architecte, vous allez calibrer les proportions d'un espace. Ben, c'est en fonction, voilà, il faut sentir un petit peu votre bulle, où est-ce qu'elle est. Alors, ceux qui font des arts martiaux savent ce que c'est, hein, cette fameuse bulle. Parce que théoriquement, quand vous êtes dans une situation de défense ou d'attaque, automatiquement, vous allez observer, justement, vous allez sentir, en fonction des bulles et de l'énergie qui s'y dégage, L'hostilité. l'hostilité ou pas d'hostilité, ou où est-ce que ça se dirige. Dès que vous sentez, vous allez automatiquement réagir en fonction. Donc, je pense que c'est 3 livres importants qu'il faut lire. Parfait, monsieur. Merci Voilà, beaucoup. écoutez, merci en tout cas de C'était, m'avoir c'était- reçu dans votre C'était un très studio. agréable. Voilà, c'est toujours agréable. Écoutez, Merci on à se nos dit à une auditeurs. prochaine. À une prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à nos auditeurs. On se retrouve, Inch'Allah, dans un prochain épisode. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci À beaucoup. bientôt.